À votre avis, qu'est-ce qui lie ces trois événements? Pour moi, ce qui lie ces trois événements, c'est l'incapacité à se poser les bonnes questions. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Et Alain Madelin, il voit tous les problèmes du point de vue de l'économie. C'est-à-dire que tant qu'on va continuer à penser qu'on est simplement des forçats du travail et de la consommation, et que plus serait forcément égal à mieux, on ira dans le mur. Et je dirais que pour sortir finalement de cette impasse, il suffit d'être conscient de deux choses. C'est qu'aujourd'hui, 20% des humains s'approprient 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous invitiez 4 amis à votre table, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez les 4 premières et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Alors c'est pas très joli par rapport à nos propres valeurs comme l'égalité ou la fraternité, mais ça ne serait pas si grave si on pouvait espérer que le gâteau puisse grossir. Et c'est là où on tombe sur le... Et c'est là où on tombe sur le deuxième constat, celui que le président Chirac, à la fin de son mandat, ne cessait de rappeler. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une planète Terre ne suffirait pas. Donc la croissance, qu'elle soit bleue, rose, rouge, verte ou orange, c'est pas la solution. La première solution, c'est la décroissance des inégalités sociales. Et tant qu'effectivement, on restera dans l'idée que finalement, le bonheur, c'est de produire et de consommer toujours plus, eh bien, on sera dans l'impasse. Donc, si on veut avoir de véritables réformes, la première chose qu'il faut traiter, je dirais, c'est en même temps la crise environnementale, la crise sociale, mais par un retour aux politiques. Parce que ce qui caractérise finalement notre société, c'est que nous sommes totalement sombrés dans la démesure. Nous avons perdu la capacité de nous donner des limites. Lorsqu'un individu, lorsqu'un gamin n'est pas capable de se donner des limites, il va aller chercher dans le réel. C'est les conduites à risque, le développement de la toxicomanie, du suicide. Et lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement planétaire, et puis demain, c'est le transhumanisme. Et ça, effectivement, c'est un avenir qui m'effraie et dont je ne veux pas pour mes enfants. Je dirais que pour moi, le bouclier fiscal, ce n'est pas avant tout une mesure économique. C'est un signe donné aux riches qu'ils ont raison d'être riches. Et je dirais qu'on en a un exemple extraordinaire. Ce n'est pas par hasard que c'est en même temps que Séguéla nous dit que si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a loupé sa vie. Vous disiez qu'il fallait une vraie réforme. Mais quelle serait la vraie réforme? Ce serait de dire que, par exemple, on va adopter un revenu garanti, environ le SMIC, mais un revenu garanti inconditionnel, c'est-à-dire sans contrepartie, en remettant en cause la centralité du travail. Mais il n'y aura pas de revenu garanti si en même temps il n'y a pas un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire que là où, avec Sarkozy, parce que je ne suis pas inquiet pour le bouclier fiscal. L'idée qu'il faille payer le revenu garanti, qu'il faut bien des recettes pour le payer, ça vous est pas bien l'esprit? Mais si, justement. Justement. Faire payer les riches, j'ai pas d'inquiétude par rapport au bouclier. Avec les 500 millions du bouclier fiscal, vous n'allez pas payer votre revenu. Mais on peut regarder. Laissez terminer Paul Ariès. C'est pas vrai. Laissez-le terminer. Je disais que si on veut financer le revenu garanti, effectivement, il faut un revenu maximal autorisé. Et je ne suis pas inquiet par rapport au bouclier fiscal. Il va rester. Il va rester. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est de dire justement, au-dessus d'un certain montant à définir démocratiquement, on prend tout. Et on pourrait donner quelques chiffres. Carrément, tout. Et on pourrait donner quelques chiffres. On sait que pour résoudre... Dans quel pays on fait ça déjà? J'ai oublié. Dans quel pays on fait ça? Ce qui était la position de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait effectivement, entre autres, un taux confiscatoire. Prenez ce que nous dit Diouf, le patron de la FAO. Pour que plus personne ne crève de faim à l'échelle planétaire, il suffirait de 30 milliards de dollars par an. Ces 30 milliards de dollars, on ne les trouve pas. En revanche, budget officiel de l'armement, 1200 milliards de dollars. Budget de la publicité, 800 milliards de dollars. Marché des stupéfiants, 700 milliards de dollars. Et on vient de dépenser virtuellement plus d'un millier de milliards de dollars pour tenter de sauver le système financier. C'est-à-dire que la planète, elle n'est pas trop pauvre. La question, c'est qu'est-ce qu'on produit? Comment? Pour qui? C'est-à-dire, veut-on effectivement nourrir bientôt 7 milliards d'humains ou accepte-t-on de sacrifier plusieurs centaines de millions de pauvres? Pour nourrir 7 milliards d'humains, il faut de la croissance. Et il faut qu'il y ait des gens qui fabriquent la croissance et qui soient incités à le faire et qui aient la perspective de gagner leur vie. Pour nourrir 7 milliards d'humains, il faut 1,5 milliard de petits paysans et non pas 400 000 agromanagers. Alors Cynthia Fleuriès, un mot avant de donner la parole à Le boulet fiscal. Je crois que le vrai débat, ce n'est pas le bouclier fiscal, c'est le bouclier social aujourd'hui. C'est-à-dire créer effectivement la garantie pour tout le monde de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, de pouvoir se soigner, de pouvoir
également recevoir une éducation. Mais je crois qu'également, il faut arrêter de fantasmer sur la croissance, qu'elle soit bleue, rouge, rose ou verte. Il faut prendre conscience de la situation planétaire. Aujourd'hui, si vous avez un patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des biens accumulés de 6 000 €, il y a plein de gamins qui ont ça sur leur livret d'épargne. Vous faites déjà partie des 50% les plus riches de la planète. Si vous avez un patrimoine de 40 000 €, donc même pas un petit studio, vous faites partie des 10% les plus riches de la planète. Et si vous avez un patrimoine de 370 000 €, vous faites partie des 1% les plus riches de la planète. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire, effectivement, pour pouvoir généraliser notre mode de vie. Et on sait très bien qu'on ne va pas y arriver. C'est ce qui se passe. Les Chinois nous rattrapent. Non, je dirais la grande force du capitalisme au XXe siècle, ça a été le développement des classes moyennes, la moyennisation de la société. Aujourd'hui, je dirais, on voit très bien qu'on est à la veille d'un mouvement de démoyennisation de la société. Chez nous, génération des étudiants à bac+5 à 1 000 €. Et je dirais qu'il faut effectivement en prendre toute la mesure, à la fois sur le plan, j'allais dire, psychique, parce que ça va engendrer une démotivation extraordinaire. C'est une génération entière qui ne croira plus au système. Et puis, en même temps, il faut arrêter de se raconter des histoires. Le mythe cocagne, le mythe de l'opulence, c'est pas possible. On ne vivra pas demain tous comme des petits bourgeois. Et donc, si c'est pas possible... Ariès, s'il y a des gens qui descendent chez nous, c'est parce qu'il y a des gens qui montent dans d'autres pays. C'est ça la réalité. Et si on descend chez nous, c'est parce qu'on n'est pas assez rapide, pas assez mobile, et que d'autres sont plus rapides que nous. Mais ce qui est gênant, c'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Ce qui est gênant, c'est que pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait appauvrissement des autres. Mais non. Mais bien sûr, c'est ce qui nous divise. Je suis désolé, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit pour que les autres montent, il faut que nous on descende. Pour moi, l'abandon de la taxe carbone, c'est la preuve que le Grenelle de l'environnement a été un marché de dupes. C'est-à-dire que dès le départ, lorsqu'on a organisé les contre-Grenelles, on a dit ça ne marchera pas, ça ne prendra pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on nous prépare, c'est le capitalisme vert. Vous savez, derrière le Grenelle de l'environnement, c'était quoi en fait? C'était cette volonté du sarkozysme-productivisme d'arriver effectivement à passer, je dirais, d'une écologie antilibérale, antiproductiviste, à une écologie libérale, productiviste, très bien symbolisée aujourd'hui par Cohn-Bendit. En fait, on l'a vu au moment du Grenelle de l'environnement, il y avait deux courants dans le développement durable. Il y avait le courant symbolisé par la figure médiatique de Nicolas Hulot, la révolution du brossage de dents. Et je dirais que ce courant du développement durable, c'est comment polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. Et je dirais que ce courant, il était insuffisant, puisque finalement, il renvoyait dos à dos, j'allais dire, le smicard et le patron de multinationales, mais il avait un inconvénient par rapport au système. C'est-à-dire qu'il culpabilisait les gens et qu'il laissait bien voir que finalement, il allait falloir changer de mode de vie. Ce développement durable à la Nicolas Hulot, il est aujourd'hui du plomb dans l'aile. Regardons comment son film a été totalement massacré par les proches de Borloo. Il y a un deuxième courant du développement durable. C'est le courant à la Claude Allègre et la Laurence Parisot. Lorsque Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, pond un bouquin sur l'écologie, ce qui est d'ailleurs intéressant, que la patronne des patrons prenne le temps d'écrire un bouquin sur l'écologie, elle nous dit un peu de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue. Et lorsque Claude Allègre nous dit il faut passer d'une écologie dénonciatrice et culpabilisatrice, là il tire sur Hulot, à une écologie réparatrice, ce qu'il nous prépare, c'est tout simplement le fait de vendre des technologies propres. C'est l'idée qu'il faudrait adapter effectivement la planète aux besoins du toujours plus, aux besoins de la croissance, aux besoins de la compétitivité. Et de ce point de vue-là, effectivement, je dirais que ceux qui ont cru aux promesses du Grenelle de l'environnement, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui plutôt mal en point. Alors, ils ont eu des médailles, ils ont reçu la Légion d'honneur, mais ça n'a pas fait avancer d'1 centimètre les questions. C'est pour ça que la taxe carbone, vous en fichez qu'on l'abandonne, parce que ça ne changeait rien. Parce que la taxe carbone, elle empêchait de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'était le retour à la loi, mais pas n'importe quelle loi. C'est-à-dire qu'il faut repenser une hiérarchie des normes juridiques.